Alors bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et un nouveau tome de Chair de poule, le numéro 22, la colère de la momie. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, à ne pas peut-être sûrement confondre, à ne pas peut-être sûrement, qu'est-ce que je raconte? À ne pas confondre avec la malédiction de la momie qui est le premier tome. Je ne sais pas s'il y a un rapport entre les deux livres, peut-être, je vais le découvrir en même temps que vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installé, que vous vous occupez convenablement pour m'écouter. Alors comme d'habitude, maintenant, je vais faire ça en 2 lectures. Donc on va ce soir lire les 11 premiers chapitres. L'histoire précédente avec l'éponge et la pomme de terre tueuse, c'était limite. Ça faisait pas peur et c'était presque ridicule, même si j'ai dit que ça ressemblait à un thriller, mais bon, c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça arrive pas à la cheville d'un loup-garou, d'une momie, d'un vampire. Donc ici, j'espère que l'histoire fera bien flipper. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Nous allons bientôt atterrir, m'annonça l'hôtesse en se penchant vers moi. Qui va venir te chercher à l'aéroport? Probablement un pharaon de l'ancienne Égypte ou une momie toute décrépite. Carole, l'hôtesse de l'air, apprécia moyennement ma plaisanterie. « Sois sérieux, qui va t'attendre au Caire ?» insista-t-elle. « Mon oncle Ben. Mais c'est un farceur et il est bien capable de se déguiser pour essayer de me flanquer la trouille. Tu m'as pourtant dit que c'est un archéologue célèbre. » « Oui, mais ça ne l'empêche pas d'être loufoque. » Ma réponse parut satisfaire Carole. J'étais content car elle me plaisait beaucoup avec ses jolis cheveux blonds. J'aimais la façon dont elle inclinait la tête lorsqu'elle parlait. Elle savait que je n'avais jamais pris l'avion seul et avait été très attentionnée à mon égard pendant ce long voyage. À plusieurs reprises, elle était venue me demander si tout allait bien. J'avais aussi eu droit à des cartes, des crayons de couleur et à un tas de gadgets que l'on donne aux enfants. Régulièrement, elle m'apportait des sachets de cacahuètes grillées. « Tu vas rendre visite à ton oncle ?» me demanda Carole. « Oui, je suis déjà allé le voir en décembre dernier. C'était super. Cet été, il travaille dans une pyramide que personne n'a jamais explorée. Il a la certitude qu'un tombeau inviolé s'y trouve, et il a pensé que cela me ferait plaisir d'être avec lui quand il ouvrirait la chambre funéraire. « Je vois que tu as beaucoup d'imagination, mon petit, » me dit-elle avant de rejoindre un autre passager qui l'avait appelé. « C'est vrai, je n'en suis pas dénué, mais cette fois-ci je n'avais rien inventé. Mon oncle Ben Assad est un archéologue connu qui fait des fouilles dans les pyramides depuis longtemps déjà. J'ai lu des articles à son sujet dans les journaux et même une fois dans une revue très prestigieuse. Pendant les dernières vacances de Noël, mes parents et moi sommes venus en Égypte. J'ai vécu d'incroyables aventures dans la grande pyramide en compagnie de ma cousine Sari, la fille de mon oncle. Sari sera encore là cet été, me dis-je en contemplant le bleu du ciel par le hublot. Je me demande si elle va me laisser tranquille. Je l'aime bien, mais il faut toujours qu'elle soit la première partout, la meilleure, la plus forte et la plus intelligente. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous commençons notre descente vers l'aéroport du Caire, annonça le copilote. Veuillez attacher vos ceintures et vous abstenir de fumer. Je me redressai pour mieux regarder le paysage. Tandis que l'avion perdait de l'altitude, j'apercevais la capitale bordée par un mince ruban bleu, le Nil. La ville s'étendait sur l'une des rives du fleuve. D'imposants gratte-ciel aux parois de verre côtoyaient les mosquées, plus basses, surmontées de minarets. Aux limites de la ville, le désert étalait à perte de vue son vaste sable blond. L'excitation montait en moi. Quelque part dans ce paysage envoûtant se dressaient les pyramides. Demain ou après-demain, je suivrai mon oncle à l'intérieur de l'une d'elles, là où personne n'avait pénétré depuis des milliers d'années. Quel secret nous y attendait? Machinalement, j'attrapais quelque chose à l'intérieur de ma veste, le talisman en forme de main que j'avais acheté dans un souk, il y a quelques années. Le jeune homme qui me l'avait vendu prétendait que cet objet était sacré et qu'il permettait d'invoquer les esprits des ancêtres. Cette main ressemblait étrangement à celle d'une momie. Des bandettes de gaz tachées de goudron la recouvraient jusqu'à l'extrémité des doigts. Certainement parce qu'à l'époque, le goudron était utilisé comme de la colle. J'ai longtemps douté des pouvoirs de ce talisman, jusqu'à ce qu'il nous sauve la vie l'année dernière. Le vendeur n'avait pas menti. J'avais vu de mes propres yeux tout un groupe de momies reprendre vie grâce à lui. C'est la vérité, jamais je n'avais assisté à un spectacle aussi invraisemblable. Évidemment, ni mes parents ni mes amis n'ont voulu croire à mon histoire. Selon eux, cette main de momie n'a aucun pouvoir. Ce n'est qu'un objet fabriqué en série à Taïwan ou ailleurs pour duper les touristes. Mais moi, je ne m'en sépare jamais. C'est mon fétiche porte-bonheur. Je ne suis pas superstitieux de nature.
passer sous une échelle ou le chiffre 13 me laisse indifférent. Je suis cependant convaincu que cette petite main de momie me protège. Souvent, quand je la touche, j'ai l'impression qu'elle dégage de la chaleur. Juste avant mon départ de New York, tandis que mes parents faisaient mes valises, j'avais été pris de panique. Mon talisman avait disparu. Il était hors de question que je parte sans lui. Imaginez mon soulagement lorsque je l'avais enfin trouvé dans la poche arrière d'un vieux jean. Au moment de l'atterrissage, je portais instinctivement la main à mon talisman et poussai un cri. Il était aussi froid qu'un glaçon. Pourquoi mon talisman était-il soudain glacé? Était-ce pour me prévenir de quelque chose? Un danger imminent me guettait-il? Je n'eus pas le temps de m'interroger davantage. L'avion était arrivé au terminal et les passagers s'affairaient pour récupérer leurs bagages. Déjà, ils se dirigeaient vers la sortie. J'enfouis rapidement mon porte-bonheur dans la poche arrière de mon jean, empoignai mon sac à dos et me dirigeai vers la porte de l'appareil. En sortant, je saluai Carole et la remerciai pour son attention. Je suivis le flot des passagers dans la longue passerelle jusqu'à l'intérieur de l'aéroport. L'endroit grouillait de monde. Tous avaient l'air pressés et se bousculaient sans ménagement. Il y avait aussi bien des hommes d'affaires en costume-cravate que des personnes portant de curieux vêtements blancs en soie ou des femmes vêtues de larges robes, le visage à moitié caché par un voile. Je ressentis soudain une certaine inquiétude. Comment allais-je trouver mon oncle dans cette cohue? Mon sac à dos commença à peser lourd. Je parcourus la foule du regard. Des voix étrangères bourdonnaient tout autour de moi. Je ne voyais nulle part le visage de mon oncle. Le désespoir me gagnait. Soudain, une femme me heurta avec son chariot à bagages et je laissai échapper un cri de surprise. Je me forçai au calme. Il n'y a aucune raison de paniquer, me dis-je. Oncle Ben est ici quelque part et il finira par me trouver. Un peu rassuré, j'attendis patiemment quelques minutes, puis l'angoisse m'oppressa de nouveau. Qu'est-ce que je vais faire s'il a oublié, s'il a mal noté la date et l'heure de mon arrivée, ou encore s'il s'est laissé emporter par son travail? Je suis vraiment incorrigible. J'ai toujours tendance à m'affoler très vite lorsque je suis inquiet. Et là, je l'étais. Une pensée me traversa l'esprit. Si dans un quart d'heure, oncle Ben n'est pas là, je me débrouillerai pour lui téléphoner. Il allait falloir que je cherche son numéro, car, bien évidemment, j'avais oublié de le demander à mes parents avant de partir. Mais au fait, avait-il le téléphone? C'était peu probable, puisqu'il vivait dans une tente près de la pyramide où il effectuait ses fouilles. Parcourant toujours la foule du regard, j'étais sur le point de céder définitivement à la panique. Soudain, j'aperçus un homme à la carrure imposante qui se dirigeait vers moi. Il portait un burnous, une espèce de grand manteau, dont la large capuche lui masquait la moitié du visage. « Taxi, vous cherchez un taxi ?» demanda-t-il en anglais d'une voix perçante. « Oncle Ben » m'écriai-je en éclatant de rire. « Tu m'as bien eu. »« Taxi, vous cherchez un taxi ?» insista-t-il. « Je suis tellement content de te voir, oncle Ben. » Je l'étreignis avec empressement. Riant toujours de la farce qu'il me faisait, je repoussai la capuche de son burnous et découvris avec stupeur un homme au crâne rasé avec une large moustache noire. Un homme furieux que je n'avais jamais vu de ma vie. « Gabriel, on est là !» me lança une voix familière. Faisant un pas de côté, j'aperçus oncle Ben et Sari devant le comptoir des réservations. Tous deux faisaient de larges mouvements avec leurs bras pour attirer mon attention. Le visage, rouge de colère, l'inconnu que j'avais accosté par erreur m'invectiva en arabe. Quelle chance j'avais de ne pas comprendre cette langue. L'homme continuait de marmonner quelque chose d'incompréhensible en relevant le capuchon de son burnous. « Excusez-moi, lui lançai-je avant de filer rejoindre mon oncle et ma cousine. Oncle Ben me serra chaleureusement la main en me souhaitant bienvenue au Caire. Il était vêtu d'une chemise blanche à manches courtes et d'un pantalon kaki. Sari, quant à elle, portait un jean délavé déchiré aux genoux et un t-shirt vert pomme. « C'était un de tes amis ?» me demanda-t-elle, moqueuse. « Ça commence bien, pensai-je. Elle se fiche déjà de moi. »« Je me suis trompé, avouai-je en jetant un coup d'œil derrière moi. L'inconnu m'observait, furieux. « Tu n'as quand même pas confondu cet affreux bonhomme avec mon père ?» Je bafouillai quelque chose d'inintelligible. Comme moi, Sari avait 13 ans, mais je remarquai que je ne l'avais toujours pas rattrapé en taille. Ses longs cheveux noirs étaient coiffés en tresses et ses grands yeux foncés pétillaient de malice. Elle avait toujours adoré se moquer de moi. Tandis que nous allions récupérer mes bagages, je leur parlais de mon vol et de Carole qui n'avait cessé de s'occuper de moi. « Je suis arrivé la semaine dernière, » me dit Sari. « J'ai eu le droit de m'asseoir en première classe. Tu savais qu'on peut avoir de la glace en première ?» Je dus malheureusement avouer que je n'en savais rien. Sari n'avait pas changé. Elle ne perdait jamais une occasion de me montrer sa supériorité.
Depuis qu'oncle Ben travaille en Égypte, ma cousine poursuit sa scolarité à Boston, et elle est bien évidemment première en tout, sans parler du ski et du tennis, où elle excelle. Elle a perdu sa mère à 5 ans et ne voit son père que pendant les vacances scolaires. J'essaie d'être indulgent, mais là, en un quart d'heure, elle avait déjà réussi à m'agacer. Elle avait eu le temps de se vanter d'être déjà entrée plusieurs fois dans la pyramide et proposait de me servir de guide, si je n'avais pas trop peur. J'aperçus enfin ma valise sur le tapis roulant et la saisis au passage. Je la retirai et la laissai tomber à mes pieds. Elle était pleine à craquer et elle devait bien peser 1 tonne. Je tentais de la soulever, mais n'y arrivais pas. « Laisse-moi faire, me dit Sari en me bousculant. D'un geste vif, elle empoigna ma valise et s'éloigna d'un pas assuré. « Hé !» m'écriai-je avec indignation. « Pour qui tu te prends ?» Sari a dû faire un entraînement intensif de poids et d'haltères, me dit mon oncle en souriant. Posant sa main sur mon épaule, il me conduisit vers la sortie. Sa Jeep était garée sur le parking de l'aéroport. Nous chargeâmes mes bagages à l'arrière. Je grimpai à côté de mon oncle et nous nous éloignâmes rapidement en direction de la ville. Ici, il fait une chaleur torride dans la journée et presque froid la nuit, me dit mon oncle en s'épongeant le front avec un mouchoir. La Jeep emprunta une route étroite et encombrée. Bien qu'étant déjà venu, j'étais surpris par la cacophonie assourdissante des klaxons. « Nous n'allons pas nous arrêter ici, fit oncle Ben. Je vais directement t'emmener au campement. J'espère que tu n'as pas oublié ta lotion anti-moustique. Ils sont énormes par ici, plaisanta Sari. Tu exagères, rétorqua son père. D'ailleurs, ton cousin n'est pas du genre à se laisser impressionner par ce genre de bestiole, n'est-ce pas, Gabriel? Bien sûr que non, confirmai-je tout bas. Même pas les scorpions? Demanda malicieusement Sari. Nous quittâmes l'axe principal. La circulation devint un peu plus aisée. De chaque côté de la piste, le sable blond du désert brillait au soleil. Sous l'effet de la chaleur, la route semblait onduler devant nous tandis que la Jeep roulait en cahotant. Bientôt, une pyramide apparut à l'horizon. On aurait pu croire à un mirage tant elle était belle. Je la contemplais, la gorge serrée par l'émotion. Les pyramides m'avaient toujours fasciné. Je ne pouvais oublier celle que j'avais vue la dernière fois. Et les photos qu'on peut voir d'elle dans les livres et les magazines ne sont que de pâles copies de la réalité. Quand je pense qu'elles ont plus de 4000 ans, m'exclamai-je. Oui, elles sont encore plus vieilles que moi, et ce n'est pas peu dire, plaisanta mon oncle. Reprenant son sérieux, il ajouta. Chaque fois que je les vois, j'éprouve un sentiment de fierté en songeant à l'ingéniosité et au talent de nos ancêtres qui les ont construites. Je comprenais ce qu'ils ressentaient. Les pyramides ont une signification particulière pour moi, sans doute parce que mes grands-parents, maternels et paternels, sont d'origine égyptienne. Ils se sont établis aux États-Unis vers 1930 et c'est là que mes parents sont nés. Bien que je me sente américain, je dois avouer que cela me fait quelque chose de visiter le pays de mes ancêtres. La pyramide qui se dressait devant nous semblait grossir au fur et à mesure que nous nous en approchions. Elle jetait une ombre triangulaire sur le sable. À proximité, des voitures et des bus étaient garés sur une petite aire de stationnement. Quelques chameaux se tenaient debout non loin de là. Des touristes contemplaient la pyramide et la photographiaient en discutant avec animation. Oncle Ben s'engagea dans un sentier qui nous éloignait d'eux, menant de l'autre côté de la pyramide. L'air devint légèrement plus frais lorsqu'on passa à l'ombre de celle-ci. « Je n'ai jamais eu aussi chaud de ma vie, gémit Sari. Je donnerais n'importe quoi pour une glace. »« Ne te focalise pas sur la chaleur, lui répondit son père. Parle-moi plutôt de ta joie d'être ici avec moi, après tous ces mois de séparation. »« Je serais encore plus heureux si tu m'offrais une glace, insista Sari. Oncle Ben sourit. Soudain, un gardien s'avança pour nous barrer le chemin. Mon oncle sortit alors un badge de son portefeuille et l'homme nous laissa passer aussitôt. Devant nous s'étendait une rangée de tentes blanches. « Bienvenue au palace de la pyramide, plaisanta mon oncle. Voici notre luxueuse suite. Elle est assez confortable, mais le service laisse à désirer. Et il faut surtout faire attention aux scorpions, ajouta ma cousine pendant que son père garait la Jeep. Elle dirait n'importe quoi pour essayer de me faire peur. Nous déchargeâmes mes bagages. Oncle Ben nous entraîna jusqu'au pied de la pyramide devant une petite ouverture y donnant accès. Non loin de là, une équipe de tournage s'affairait à ranger son matériel. Un jeune homme, couvert de poussière, sortit de la pyramide et se dirigea vers le campement. « C'est un de mes ouvriers, expliqua oncle Ben. « Alors qu'en penses-tu, Gabriel ?»« Je n'en reviens pas, dis-je en contemplant le sommet de la pyramide. J'avais oublié à quel point c'était impressionnant. Demain, je vous emmènerai à l'intérieur avec mon équipe, promit oncle Ben. Vous arrivez au bon moment, car nous sommes sur le point de pénétrer dans ce qui devait être la chambre funéraire. Super, m'exclamai-je.
Je ne voulais pas trop dévoiler mon enthousiasme à ma cousine, j'avais du mal à me contenir. Tout ça était si excitant. « Tu vas devenir quelqu'un de célèbre ?» demanda Sari en chassant une mouche qui s'était posée sur son bras. « Je vais être tellement célèbre que les moustiques hésiteront me piquer, répondit mon oncle. Oh, savez-vous comment on appelait les mouches au temps de l'ancienne Égypte ? Sari et moi fîmes non de la tête. Eh bien moi non plus, avoua oncle Ben avec un large sourire. Il adore faire des plaisanteries stupides de ce genre. Soudain il redevint sérieux. J'ai un cadeau pour toi, Gabriel. Un cadeau ? Oui, attends que je le retrouve, dit-il en plongeant sa main dans l'une des poches de son pantalon. Tandis qu'il cherchait, je vis quelque chose bouger derrière lui. Je clignai des yeux. Une silhouette se détachait peu à peu de l'obscurité à l'entrée de la pyramide. Non, ce n'est pas possible, pensai-je. C'est le soleil qui me joue des tours. Mais ma vue ne me trompait pas. La silhouette qui venait d'apparaître était enveloppée de la tête aux pieds de bandelettes de gaz jaunies et décomposées. J'ouvris la bouche pour crier, mais j'avais la gorge trop serrée. Tandis que je m'efforçais de prévenir mon oncle, la momie leva les bras et s'approcha de lui par derrière en titubant. Sari écarquillait les yeux, la surprise lui avait coupé le souffle. « Oncle Ben !» réussis-je enfin à crier. « Derrière toi !» Mon oncle me regardait sans comprendre. La momie avançait toujours. Plus que quelques pas et ses mains tendues allaient se refermer sur le cou de mon oncle. « Il y a une momie !» hurlai-je. Se retournant, mon oncle poussa une exclamation de surprise. « Elle marche !» s'exclama-t-il en pointant un doigt tremblant sur la momie. « Elle marche !» Il reculait au fur et à mesure que la momie avançait. Sari émit un gémissement. Je m'apprêtais à prendre la fuite lorsque soudain la momie abaissa les bras. « Ouh !» cria-t-elle avant d'éclater de rire. Je tournai la tête et découvris que mon oncle riait également. Ses yeux pétillaient de malice. « Elle marche, répétait-il en secouant la tête. Oncle Ben enlaça la momie. Le cœur toujours battant, je regardais l'étrange couple bouche bée. « J'ai l'honneur de vous présenter Jack, » déclara mon oncle, ravi de sa farce. « Il tourne ici une publicité pour des boissons gazeuses. » D'un geste, il désigna les autres membres de l'équipe de tournage occupés à charger leur matériel dans une fourgonnette stationnée non loin de nous. Leur travail est terminé, mais Jack a accepté de garder son costume pour vous faire cette farce. Sari roulait des yeux. « Papa, tu ne pensais tout de même pas m'effrayer avec un tour pareil ?» Elle hocha la tête et fit une pause avant d'ajouter. « Pauvre Gabriel. Il était terrorisé. J'ai bien cru qu'il allait mourir de peur. » Oncle Ben et Jack riaient à gorge déployée. « C'est faux, protestai-je en rougissant. Comment Sari avait-elle osé dire une chose pareille ? Je l'avais bien vue changer d'expression et reculer lorsque la momie était sortie de la pyramide. Elle avait eu aussi peur que moi. « Toi aussi tu as crié, rétorquai-je d'un ton que j'aurais souhaité moins géniard. « C'était juste pour les aider à te faire peur, affirma ma cousine en rejetant sa tresse par-dessus son épaule. « Il faut que j'y aille, déclara Jack en regardant sa montre. Je n'ai qu'une hâte, me plonger dans la piscine et y rester des heures. » Il nous quitta, agitant sa main recouverte de bandelettes. « Espèce d'idiot, pensai-je, tu n'as pas remarqué qu'il portait une montre ? » « C'est fini, lançai-je à mon oncle, tu ne mourras plus jamais. Jamais. »« Qu'est-ce qu'on parie ?» demanda-t-il d'un air moqueur. « Et le cadeau de Gabriel, c'est quoi ?» demanda tout à coup Sari. « Oh, je l'avais totalement oublié. » Oncle Ben sortit un objet de sa poche et nous le montra. C'était un pendentif suspendu à une cordelette. Fait d'une matière translucide jaune, il brillait au soleil. Mon oncle me le tendit. Je l'examinai avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ? Du verre teinté ? » ?»« Non, c'est un morceau de résine fossilisée. On appelle ça de l'ambre. Regarde-le bien à la lumière. » Je m'exécutais et distinguai alors quelque chose à l'intérieur. « On dirait un insecte. »« C'en est un, » confirma oncle Ben en fermant un œil pour mieux voir. « C'est un scarabée et il se trouve dans ce morceau d'ambre depuis environ 4000 ans. Comme tu peux le constater, il est parfaitement bien conservé. »« Un cadavre d'insecte ? Pouah, c'est dégoûtant !» commenta Sari avec sa délicatesse habituelle. « Franchement, papa, comme cadeau, tu aurais pu mieux faire. Rappelle-moi de ne pas te laisser faire les achats de Noël. » En guise de réponse, son père se contenta de sourire en faisant tournoyer le pendentif entre ses doigts. « Les scarabées avaient une importance toute particulière au temps de l'ancienne Égypte, déclara-t-il en laissant tomber son cadeau dans le creux de ma main. À l'époque, les Égyptiens y voyaient un symbole d'immortalité. Médusé, je contemplais la carapace et les 6 pattes de l'insecte emprisonné dans l'ambre. Posséder un scarabée garantissait l'immortalité, continua oncle Ben, mais sa piqûre entraînait fatalement la mort. Plutôt bizarre, marmonna Sari. Et ce scarabée a vraiment 4000 ans ?
demandai-je. Oui, répondit mon oncle, porte-le, qui sait, peut-être a-t-il encore conservé ses pouvoirs d'antan. Docile, je passai la cordelette autour de mon cou et glissai le pendentif sous mon t-shirt. Je sentis l'ambre tiède contre ma peau. Merci, oncle Ben, je suis très content, dis-je, à moitié sincère. Allons boire quelque chose de frais, proposa-t-il en s'essuyant le front avec un mouchoir. Nous fîmes quelques pas quand tout à coup une expression d'horreur se peignit sur le visage de Sari. Elle tremblait de tous ses membres, la bouche grande ouverte, elle tentait de m'avertir de quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a » lui demanda son père, alarmé. « Le scarabée, bégaya-t-elle. Il s'est échappé, je l'ai vu. Il est là, par terre. »« Hein » fis-je en me penchant pour le chercher des yeux. Soudain, je ressentis une violente douleur au mollet. Le scarabée venait de me piquer. Les paroles d'oncle Ben me revinrent immédiatement à l'esprit. Posséder un scarabée garantissait l'immortalité, mais sa piqûre entraînait aussitôt la mort. La mort ? Non, hurlai-je en me retournant. C'est alors que j'aperçus Sari agenouillée, la main tendue vers moi avec une expression de malice sur le visage. En un éclair, je compris qu'elle m'avait pincé le mollet. Le cœur battant encore la chamade, je tirai mon pendentif de sous mon t-shirt et l'examinai à la lumière. Le scarabée était toujours là, figé dans l'ombre comme il l'avait été depuis 4000 ans. Un grognement de rage s'échappa de ma gorge. Je m'en voulais terriblement. L'été allait être très long si je me laissais avoir chaque fois que Sari ou son père ferait de telles farces. J'aime bien ma cousine, c'est vrai. Nous nous entendons à merveille, mais je la déteste quand elle prend ses airs supérieurs ou qu'elle s'entête à vouloir prouver qu'elle est la meilleure. À ce moment, par exemple, je me serais bien jeté sur elle. Je lui aurais volontiers dit quelque chose de désagréable, mais l'inspiration me manquait. « T'es vache !» lui reprochai-je en replaçant le pendentif sous mon t-shirt. « Oui, c'est vrai, » répondit-elle, visiblement satisfaite d'elle-même. La nuit était tombée. Allongé sur mon lit de camp, trop étroit, je contemplais le haut de la tente. J'entendais le vent siffler à l'extérieur. Les piquets de la tente gémissaient doucement et les pans de toile s'agitaient. « Je ne réussirai jamais à m'endormir, soupirai-je. Pour la 10e fois au moins, je retournai mon oreiller. La fine couverture de laine me grattait le menton. Ce n'était pas la première fois que j'abandonnais mon lit douillet, mais je n'avais encore jamais passé la nuit sous une tente minuscule au milieu du désert immense. « Je n'ai pas peur, me répétais-je. Après tout, oncle Ben dort à quelques mètres de moi. En réalité, j'avais une conscience accrue de tout ce qui m'entourait, à tel point que je pouvais entendre le bruissement des palmiers et le crissement des pneus des méharis qui roulaient sur l'étroite route à quelques kilomètres de là. C'est sans doute pour ça que je remarquai aussitôt le léger frottement sur ma poitrine. Mon cœur se remit à battre la chamade. Il ne pouvait y avoir qu'une seule raison à ce chatouillement. Le scarabée avait bougé. Cette fois, Sari n'y était pour rien. Je repoussai vigoureusement la couverture et cherchai le pendentif dans la pénombre. Puis, l'examinai à la lumière de la lune. Le scarabée était toujours là, enfermé dans sa prison jaune dorée. « Tu as bougé » chuchotai-je. Je me sentis tout à coup ridicule. Qu'est-ce qui me prenait de parler à un insecte vieux de 4000 ans ? Comment pouvais-je croire qu'il était en vie et qu'il allait me répondre ? Mécontent, je remis le pendentif à sa place. Ce n'était qu'un morceau d'ambre avec un insecte figé à l'intérieur, et rien d'autre. Je n'avais aucune idée de l'importance qu'il prendrait pour moi. Je ne savais pas encore qu'il possédait le pouvoir de me sauver la vie, ou celui de me tuer. Il faisait déjà chaud sous la tente lorsque je me réveillai le lendemain matin. La lumière brillante du soleil qui pénétrait à l'intérieur me fit cligner des yeux. Je m'étirai. Oncle Ben était déjà parti. J'avais mal au dos. Mon lit de camp était décidément très inconfortable, mais j'étais trop excité pour m'en préoccuper. C'était ce matin-là que je devais entrer dans la chambre mortuaire de la pyramide. J'enfilai un t-shirt propre et mon jean. Je glissai mon pendentif sous mon t-shirt, puis cachai ma main de momie dans la poche arrière de mon pantalon. Avec ça, il ne pouvait rien m'arriver. Je me brossai rapidement les cheveux, mis ma casquette, puis sortis prendre mon petit déjeuner. Le soleil avait l'air de flotter au-dessus des palmes. Il faisait briller le sable. J'inspirais une large bouffée d'air pur, du moins, je le croyais. Pouah ! Il devait y avoir des chameaux à proximité. Ça ne sentait pas la rose. Je découvris Sari et oncle Ben en train de prendre leur petit déjeuner à une grande table sous la tente qui servait de réfectoire. Mon oncle était vêtu de son habituel pantalon kaki et d'une chemise à manches courtes tachée de café. Sari, elle, avait noué ses cheveux en queue de cheval.
Elle portait un débardeur rouge vif et un short blanc. Ils me saluèrent gentiment lorsque j'entrai. Je me servis un jus d'orange bien frais, puis pris des céréales avec du lait. 3 ouvriers du chantier de mon oncle déjeunaient à l'autre bout de la table. Je les entendais discuter avec animation à propos de la chambre funéraire. Je m'assis à côté de Sari. « Parle-moi du tombeau, demandai-je à mon oncle. À qui a-t-il appartenu? Qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Laisse-moi au moins te dire bonjour, avant de te faire un exposé sur le sujet, répliqua oncle Ben en riant. Ah, j'ai beaucoup plus de raisins que toi, déclara Sari penché au-dessus de mon bol de céréales. Je n'en revenais pas. Même un simple petit déjeuner devenait une compétition avec elle. Peut-être, mais j'ai plus de pulpe dans mon jus de fruits. C'était une plaisanterie, mais Sari ne put s'empêcher de vérifier ce que j'avais dans mon verre. Son père but une gorgée de café, puis s'essuya la bouche. Si je ne me trompe pas, la tombe que nous avons découverte est celle d'un prince, cousin du roi Toutankhamon, qui a été enterré environ 1300 ans avant notre ère. Lorsque l'on trouva la tombe de Toutankhamon en 1922, presque tous ses trésors étaient intacts. C'était la découverte archéologique la plus extraordinaire du siècle. Un sourire furtif éclaira le visage d'oncle Ben, du moins jusqu'à maintenant. « Tu crois que tu as découvert quelque chose de mieux ?» demandai-je, subjugué. Je n'avais pas touché à mes céréales. J'étais comme hypnotisé par l'histoire qu'il me racontait. Il haussa les épaules. Il n'y a aucun moyen de le savoir tant que nous n'aurons pas ouvert la porte de la chambre funéraire. Mais j'ai bon espoir. Je suis convaincu que nous avons trouvé la tombe du prince Kor-Ru, qui était apparemment aussi riche que son cousin le roi Toutankhamon. Et tu crois qu'il a été enterré avec tous ses bijoux? S'informa ma cousine. Qui sait? Répondit son père après avoir fini son café. La tombe de Kor-Ru renferme peut-être des trésors incomparables, mais il se peut également qu'elle soit vide. Pourquoi le serait-elle? M'étonnai-je. Pourquoi y aurait-il des tombes vides dans les pyramides? Parce que la plupart des tombeaux ont été pillés, expliqua mon oncle. Souviens-toi, le prince Kor-Ru a été enterré vers 1300 avant Jésus-Christ. Les pillards ont eu largement le temps de dévaliser un certain nombre de sépultures pendant toutes ces années. Nous ne découvrirons peut-être qu'une pièce vide, soupira-t-il. Sûrement pas, m'exclamai-je. Je te parie qu'on va trouver la momie du prince ainsi que des tas d'objets précieux. Assez discuté, fit oncle Ben en souriant. Finissez votre petit déjeuner et venez m'aider à travailler. Il n'eut pas besoin de nous le répéter et nous le suivîmes dehors. Apercevant 2 hommes, les bras chargés de matériel qui sortaient d'une autre tente, mon oncle leur fit signe de la main et s'approcha d'eux pour leur parler. Sari se tourna vers moi et me dit d'un air sérieux « Excuse-moi si j'ai été méchante. »« Toi? Méchante? » ?»« Jamais, répliquai-je, sarcastique. L'expression de son visage ne changea pas. « Je me fais du souci pour mon père. » Je regardai furtivement mon oncle. Je le vis donner une tape amicale à l'un des 2 hommes. « Pourquoi t'en ferais-tu à son sujet ?» demandai-je à Sari. Il semble pourtant détendu. C'est justement ça qui m'inquiète. Je ne l'ai jamais vu aussi excité et heureux. Je crois qu'il est persuadé que sa découverte va le rendre célèbre. Et alors? Alors supposons que la tombe ait été pillée, ou que ce ne soit pas celle du prince Kor-Ru. Supposons que mon père ouvre la porte de la chambre funéraire et qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Tu imagines sa déception? Je suis sûr qu'il ne s'en remettrait pas. Pourquoi imagines-tu toujours le pire? Je m'interrompis en le voyant s'approcher de nous. Descendons vite, mes ouvriers pensent qu'ils ne vont pas tarder à pénétrer dans la chambre funéraire, déclara-t-il avec enthousiasme. Il nous prit, Sari et moi, chacun par un bras, et nous entraîna vers la pyramide. L'air était plus frais à l'ombre de celle-ci. J'aperçus devant nous l'entrée qui menait au tombeau. Elle était juste assez large pour permettre à une seule personne de passer. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, je vis un étroit couloir qui descendait en pente raide. Pourvu que je ne glisse pas, pensai-je. Je sentis mon estomac se nouer. J'avais peur de tomber dans un abîme sans fond, mais je craignais surtout de faire une chute devant Sari. Je savais qu'elle m'en parlerait jusqu'à la fin de mes jours. Oncle Ben ouvrit une malle posée près de l'entrée et en sortit 3 casques jaunes vifs, munis chacun d'une lampe électrique, comme ceux que portent les mineurs. « Surtout ne vous éloignez pas de moi, ordonna-t-il en nous l'étendant. Nous avons tous eu beaucoup d'ennuis durant les dernières vacances à cause de vos bêtises. On sera sages comme des images, bégayai-je. J'avais du mal à cacher ma nervosité. Ma cousine, elle, semblait parfaitement détendue. Je vais passer devant, continua mon oncle, en attachant la sangle du casque sous son menton. Tandis qu'il s'apprêtait à entrer dans le tunnel, un cri strident retentit derrière nous. « Stop, je vous en supplie, n'y allez pas !»
Une jeune femme courait vers nous, ses longs cheveux noirs flottaient au vent. Elle tenait dans une main un porte-document et dans l'autre un appareil photo. Elle nous rejoignit en souriant et s'arrêta à la hauteur de mon oncle. Vous êtes bien le professeur Assad » lui demanda-t-elle, hors d'haleine. « Oui, fit-il, surpris. » Mon oncle n'ajouta rien, lui laissant le temps de reprendre son souffle. Elle était vraiment superbe avec sa longue chevelure noire et soyeuse. Sa jolie frange lui recouvrait une partie du front, mettant en valeur les plus beaux yeux verts que je n'avais jamais vus. Elle portait un chemisier et un pantalon blanc. Assez petite, elle devait mesurer à peine 4 ou 5 centimètres de plus que Sari. J'étais tellement impressionné par sa beauté que je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était une vedette de cinéma. La jeune femme déposa son porte-document sur le sable, puis écarta ses cheveux de son visage. « Excusez-moi d'avoir crié de la sorte, dit-elle à mon oncle. Il fallait absolument que je vous parle. Je ne voulais pas que vous disparaissiez. » Oncle Ben plissa les yeux tout en la dévisageant. « Comment avez-vous fait pour passer le contrôle de sécurité » demanda-t-il en retirant son casque. « J'ai montré ma carte de presse. Je suis grand reporter au journal du Caire. Je m'appelle Nila Hamad. J'espérais que... » « Nila » l'interrompit oncle Ben. « Quel prénom ravissant !»« Ma mère l'a choisi en l'honneur du Nil, » expliqua la jeune femme en souriant. « C'est romantique. Néanmoins, il est encore trop tôt pour envisager un article sur nos fouilles dans votre journal, » poursuivit mon oncle. Nila fronça les sourcils. « Le professeur Fielding ne partage pas votre avis. Je lui ai parlé il y a quelques jours, et il m'a autorisé à écrire un article sur votre exploration. Nous n'avons encore rien découvert, il n'y a d'ailleurs peut-être rien à découvrir. Ce n'est pas du tout ce que le professeur Fielding m'a dit. Il avait l'air convaincu que vous alliez bouleverser le monde de la science. Mon confrère a parfois tendance à se laisser emporter par son enthousiasme, remarqua mon oncle en riant. Soyez gentil, laissez-moi entrer dans la pyramide avec vous. Après tout, vous avez déjà d'autres visiteurs, dit-elle en nous regardant, Sari et moi. Nila le suppliait du regard. Je vous présente ma fille Sari et mon neveu Gabriel. Alors, est-ce que je peux vous accompagner ? Je vous promets de ne rien publier sans que vous m'ayez donné votre permission. Oncle Ben réfléchit en se grattant le menton. Je vous interdis de prendre des photos, dit-il sur un ton bourru. Ça signifie que je peux vous accompagner ? En tant qu'observateur seulement, précisa mon oncle. Il essayait d'être sévère, mais je voyais bien que cette jeune femme lui était sympathique et qu'il avait envie de lui faire plaisir. Elle le remercia avec un large sourire. Oncle Ben tendit son casque à Nila et en sortit un autre du coffre de la Jeep. « Je vous préviens, nous n'allons rien faire d'extraordinaire aujourd'hui, mais nous sommes très près du but. » Nila se retourna vers Sari et moi. « C'est la première fois que vous entrez dans la pyramide ?» demanda-t-elle en mettant son casque. « Non, » se vanta ma cousine. « J'y suis déjà entrée 3 fois. C'est génial. »« Moi, je suis arrivée seulement hier, » répondis-je à mon tour. « Alors je n'ai pas encore eu la chance de... » Je m'interrompis en voyant Nila changer d'expression. Pourquoi me regardait-elle comme ça ? En baissant les yeux, je me rendis compte qu'elle contemplait mon pendentif. Sa bouche était grande ouverte. « Non, c'est impossible !» s'exclama soudain la jeune femme. « Je ne peux pas le croire. Je n'arrive pas à y croire. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» bégayai-je. « Regarde !» fit Nila en plongeant la main sous son chemisier. Elle en retira un pendentif. C'était un morceau d'ambre identique à celui que j'avais reçu en cadeau. « C'est étrange, en effet, remarqua oncle Ben. » Nila saisit délicatement le mien et se pencha pour mieux l'examiner. « Il y a un scarabée à l'intérieur du tien, » me dit-elle en le faisant tourner entre ses doigts. « Regarde le mien, il est vide. » C'était vrai. On aurait dit un simple morceau de verre translucide et jaune doré. « J'aime mieux le vôtre, » déclara Sari à Nila. « Je n'aimerais pas porter un insecte mort à mon cou. »« Mais il paraît que ça porte chance, » répondit Nila. « J'espère que... » « Allez, on y va, » coupa mon oncle, autoritaire. La jeune femme lui emboîta le pas. Sari et moi les suivîmes de près. Nous entrâmes dans le tunnel et chacun de nous alluma sa lampe. J'entendis mon oncle expliquer que les parois étaient faites de blocs de granit et de calcaire. 4 étroits faisceaux de lumière me précédaient. Ils se croisèrent et dansaient sur le sol et les murs poussiéreux. Le plafond était tellement bas que nous marchions tous le dos courbé. Le tunnel zigzaguait et je remarquais des embranchements à chaque virage. « Ce sont des impasses, » commenta mon oncle. Il n'était pas facile de distinguer où nous posions nos pieds. Tout à coup, je trébuchais et m'éraflais le coude contre la paroi du tunnel. L'air était frais et je regrettais de ne pas avoir enfilé un sweatshirt. Oncle Ben, lui, était très occupé à raconter à Nila l'histoire de Toutankhamon et du prince Khosrou.
On aurait dit qu'il essayait de l'impressionner et je me demandais s'il n'avait pas un petit faible pour elle. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle. « C'est vraiment gentil à vous et au professeur Fielding de m'avoir autorisé à venir. »« Qui est le professeur Fielding ?» chuchotai-je à Sari. « C'est le directeur adjoint des fouilles. Tu finiras bien par le rencontrer, il passe beaucoup de temps ici. Mon père ne l'aime pas tellement, et moi non plus. » Je m'arrêtai pour examiner un drôle de dessin sur un mur. On aurait dit la tête d'un animal. « Sari, regarde l'art de l'ancienne Égypte. »« T'es bête ou quoi ?» gloussa ma cousine. « Ce dessin représente Obélix. C'est probablement un des ouvriers de mon père qui l'a fait. »« Tu crois que je ne m'en étais pas aperçu ?» lui mentis-je. Je voulais seulement vérifier si tu pouvais faire la différence. J'en avais vraiment assez de me couvrir de ridicule devant Sari. Je me retournai pour lui faire une remarque désagréable et je me rendis compte qu'elle n'était plus là. Seul le faisceau de sa lampe se voyait au loin. « Hé, attends-moi » criai-je. Mais la lumière disparut. Je me précipitai pour rattraper ma cousine, mais trébuchai à nouveau. Cette fois-ci, mon casque heurta la paroi du tunnel et ma lampe s'éteignit. « Hé, Sari, oncle Ben !» Craignant de me cogner et n'y voyant rien, j'avançai à tâtons. « Hé, vous m'entendez ?» J'ôtai mon casque pour essayer de rallumer la lampe. Elle paraissait intacte. J'en actionnai l'interrupteur à plusieurs reprises, puis la secouai énergiquement. Il n'y avait rien à faire. Elle ne voulait pas se rallumer. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? La gorge sèche et l'estomac noué, je commençais à avoir peur. « Eh oh, je suis ici !» criai-je. « Je ne peux plus avancer, je n'ai plus de lumière. » Personne ne répondit. Mais où sont-ils passés ? Ils devraient pourtant avoir remarqué ma disparition. Je vais attendre ici qu'ils viennent me chercher, pensai-je. Je m'appuyai contre le mur. Soudain, celui-ci céda sous mon poids. Pas moyen de rétablir mon équilibre. Rien pour me raccrocher. Je tombais dans un puits sans fond. Je gesticulais comme un fou dans l'espoir de m'agripper à quelque chose. Tout se passa tellement vite que je n'eus même pas le temps de proférer un son. J'atterris lourdement sur le dos. La douleur irradiait chacun de mes membres. La tête me tournait. Des points rouges dansèrent devant mes yeux pendant un moment, puis le noir revint. J'avais du mal à reprendre mon souffle. C'était comme si je venais de recevoir un ballon de basket en plein dans l'estomac. Je parvins tant bien que mal à me redresser, puis clignai plusieurs fois des yeux pour essayer de distinguer quelque chose. Un faible bruit attira mon attention, celui d'un léger grattement sur le sol. « Hé, il y a quelqu'un ? Vous m'entendez ?» Ma voix ressemblait à un murmure. J'avais toujours très mal au dos, mais respirais un peu mieux. Personne ne me répondit. « Ils doivent être en train de me chercher, me dis-je. Quelqu'un s'est sûrement aperçu de mon absence. » Assis en tailleur, je commençais à me sentir mieux. Soudain, j'éprouvais des picotements sur le bras. Machinalement, je me grattais et touchais quelque chose. Mes jambes commencèrent également à me démanger. Une bestiole rampait maintenant sur mon poignet gauche. Je secouai la main pour m'en débarrasser. « Qu'est-ce que c'est ?» murmurai-je. Je ressentis des sensations de brûlure sur tout le corps. N'y tenant plus, je me mis à agiter les bras et me relevai d'un bond. Mon casque heurta une des parois et comme par miracle, ma lampe se ralluma. Son étroit faisceau éclaira une partie du sol. Je poussai une exclamation de stupeur. Le plancher de la pièce disparaissait presque entièrement sous la masse grouillante d'énormes araignées blanches. Je levai la tête et découvris que le mur était, lui aussi, couvert d'araignées. Leur corps, sans cesse en mouvement, donnait l'impression que le mur ondulait. D'autres araignées étaient suspendues à des fils invisibles qui descendaient du plafond. On aurait dit qu'elles flottaient dans les airs. J'en aperçus une sur ma main que je secouai aussitôt. Je compris alors pourquoi je sentais des picotements un peu partout. Des araignées montaient le long de mes jambes et de mes bras, descendaient le long de mon dos. « Au secours, à l'aide !» réussis-je à crier. Une araignée tomba sur ma main et je la repoussai aussitôt. « À l'aide, je vous en supplie, aidez-moi !» J'aperçus alors quelque chose d'effrayant, bien plus effrayant que les araignées. Un serpent était suspendu au plafond et descendait juste au-dessus de mon visage. Je couvris la tête de mes mains pour me protéger du serpent. « Attrape la corde !» me cria soudain quelqu'un. Je levai les yeux. À tort, j'avais pris la corde pour un serpent. « Dépêche-toi, Gabriel !» m'encouragea Sari, penché au bord d'une ouverture, quelques mètres plus haut. Je secouai énergiquement mes mains et mes pieds afin de faire tomber les araignées qui avaient eu le temps de monter sur moi. Et, sans perdre une minute, je saisis la corde des deux mains. Quelques secondes plus tard, oncle Ben me tirait par les aisselles.
Tandis qu'il reculait en m'entraînant avec lui, j'aperçus Sari et Nila. Je poussai un cri de joie en posant un pied par terre. Mon exaltation ne dura qu'un bref instant. Je sentis des brûlures sur mon corps. Je fus pris de panique et m'agitai dans tous les sens, repoussant les araignées qui se promenaient sur moi et écrasant celles qui tombaient. Lorsque je levai enfin les yeux, je vis que ma cousine m'observait en souriant. « C'est une nouvelle danse, Gabriel ?» fit-elle avec espièglerie. Oncle Ben et Nila éclatèrent de rire. « Comment t'es-tu débrouillé pour tomber là-dedans ?» demanda mon oncle en jetant un coup d'œil dans la pièce en contrebas. « Le mur s'est dérobé et j'ai perdu mon équilibre, lui expliquai-je en me grattant furieusement les jambes. Je croyais que tu me suivais, mais quand je me suis retourné, Sari se tut. Son père se pencha un moment au-dessus du vide en dirigeant le faisceau de sa lampe vers le bas. Puis, se retournant vers moi, il me dit « Tu as fait une chute de plusieurs mètres. Tu es sûr que tu vas bien ?»« Je pense que ça va. »« Il doit y avoir une centaine de chambres comme celle-ci, expliqua mon oncle en s'adressant à Nila. Les bâtisseurs des pyramides creusaient des labyrinthes et des pièces destinées à tromper des pilleurs et à les empêcher de trouver la chambre funéraire. « Beurre, elles sont affreuses ces araignées, fit ma cousine en reculant. Il y en a des milliers là-bas, lui dis-je. Partout, sur le sol, sur les murs, suspendus au plafond, partout. Je sens que je vais avoir des cauchemars cette nuit, s'exclama Nila en se rapprochant d'oncle Ben. Bon, tu es vraiment sûr que tu peux continuer ? Me demanda celui-ci. Je m'apprêtais à répondre par l'affirmative quand soudain quelque chose me vint à l'esprit. La main de la momie. Elle se trouvait dans mon jean. L'avais-je écrasée en atterrissant sur le dos ? Mon cœur se serra. J'espérais qu'il n'était rien arrivé à mon porte-bonheur. Je fouillai ma poche et la trouvai. Je me mis à l'examiner attentivement à la lueur de ma lampe. Ouf, j'étais rassuré. La main demeurait froide au toucher, mais était intacte. « Qu'est-ce que c'est » demanda Nila en se penchant vers moi. « La main sacrée ?»« Comment avez-vous deviné ?» dis-je en levant ma main de momie afin qu'elle puisse mieux la voir. « Je m'intéresse à l'ancienne Égypte depuis toujours, » répliqua Nila, sans quitter mon fétiche des yeux. « Il s'agit peut-être d'un talisman ancien, » intervint mon oncle. « Ou tout simplement d'un souvenir de mauvais goût, » ajouta Sari. « Cet objet a réellement du pouvoir, déclarai-je. Je suis tombé dessus de tout mon poids et il ne s'est même pas cassé. »« Alors ça doit être un vrai porte-bonheur, » déclara Nila en se tournant vers oncle Ben. « Pourquoi ne t'a-t-il pas empêché de tomber dans ce trou alors ?» ironisa Sari. Avant que je puisse répondre, je vis la main de la momie se mettre à bouger. Les petits doigts se détendaient, puis se repliaient lentement vers la paume. Je poussai un cri et manquai de la laisser tomber. « Qu'est-ce qui t'arrive maintenant ?» demanda oncle Ben d'un ton bourru. « Rien. » De toute façon, il ne me croirait pas. « Je pense que nous avons suffisamment exploré cet endroit pour aujourd'hui, » déclara tout à coup mon oncle. Nous repartîmes en direction de la sortie. En marchant, je contemplais la main de la momie. J'étais sûr de ne pas avoir rêvé. J'en aurais donné ma tête à couper. Elle avait vraiment remué les doigts. Mais pourquoi ? Était-ce un signal ? Voulait-elle une fois de plus me prévenir de quelque chose ? Sari et moi passâmes les 2 jours suivants à jouer sous la tente, à explorer les environs de la pyramide, même s'il n'y avait pas grand-chose à découvrir dans une région aussi désertique. Mon oncle semblait devenir de plus en plus nerveux. C'était sans doute l'ouverture imminente de la chambre funéraire qui le mettait dans cet état. C'est à peine s'il nous adressait la parole. Des gens que je ne connaissais pas l'accaparaient, et sa jovialité habituelle avait cédé la place au plus grand sérieux. Oncle Ben passait également beaucoup de temps avec Nila. Cette dernière décida de lui consacrer son article plutôt que de parler de la découverte de la pyramide. Elle avait toujours sur elle un petit calepin et notait tous ses faits et gestes. Quelques jours plus tard, il nous sourit enfin. « Ça y est, mes ouvriers ont enfin réussi à dégager la porte de la chambre funéraire. » Sari et moi avions du mal à contenir notre joie. « On peut venir avec toi ?» lui demandai-je. Oncle Ben acquiesça. « Mais oui, je tiens à ce que vous soyez là, car nous sommes à l'aube d'une journée historique, une journée dont vous vous souviendrez toute votre vie. Enfin, peut-être, conclut-il pensivement, en haussant les épaules. Bientôt, nous suivions l'équipe en direction de la pyramide. Le ciel était bas et chargé de nuages. La pluie n'allait pas tarder à tomber. Alors que nous approchions de l'entrée, Nila nous rejoignit en courant, son appareil photo en bandoulière. Elle portait une chemise à manches longues et un jean délavé, trop large pour elle. Oncle Ben l'accueillit chaleureusement. « Promettez-moi de ne pas prendre de photos, la supplia-t-il. »« D'accord, promit-elle, la main sur le cœur. » Comme la dernière fois, chacun prit un casque jaune dans la malle posée près de l'entrée. Oncle Ben se munit également d'une lourde masse en métal.
Baissant la tête, il entra dans la pyramide et nous le suivîmes. Mon cœur battait à tout rompre. Je hâtai le pas afin de ne pas me laisser distancer une nouvelle fois par Sari. « C'est vraiment génial ici, chuchotai-je. « Peut-être que les tombes sont remplies de pierres précieuses, répondit Sari. Imagine un peu, des saphirs, des rubis, des émeraudes. Je vais peut-être avoir la chance d'essayer une couronne qui a appartenu à une princesse égyptienne. Tu crois qu'il y a une momie dans la chambre funéraire ? Demandai-je. Les bijoux ne m'intéressaient pas particulièrement. Tu crois que le cadavre momifié du prince Khosrou nous attend ? Ajoutai-je. Ma cousine fit une grimace de dégoût. Tu ne peux pas penser à autre chose qu'aux momies ? Est-ce que tu réalises qu'on est en Égypte et dans une pyramide en plus ? Il y a peut-être un trésor représentant des millions de dollars ici. Et toi, la seule chose qui te préoccupe, c'est un vieux cadavre tout ratatiner recouvert de bandelettes de gaz. Elle hocha la tête avec dédain. Tu sais, la plupart des enfants cessent d'être fascinés par les momies dès l'âge de 8 ou 9 ans. Ton père a 8 ans, sans doute, répliquai-je. Cette fois, j'avais réussi à lui clouer le bec. Nous finîmes par nous taire et suivîmes Nila et oncle Ben. Au bout d'un long moment de marche, la galerie se mit à monter. L'air se réchauffait au fur et à mesure de notre ascension. Au loin, 2 projecteurs éclairaient la paroi du bout de la galerie. En approchant, je me rendis compte que ce n'était pas un mur, mais une porte. Agenouillées, 4 personnes finissaient de la dégager à l'aide de pics et de truelles. « Regardez comme elle est belle !» s'exclama mon oncle en s'empressant de les rejoindre. « C'est fantastique !» Les 4 ouvriers le saluèrent. « Elle est superbe !» ajouta oncle Ben. Nila, Sari et moi, nous nous arrêtâmes derrière lui. Il avait dit vrai. La porte en question paraissait digne de la tombe d'un prince. Elle n'était pourtant pas très haute et nous devrions sans doute baisser la tête pour en franchir le seuil. Son panneau était en ébène. Ce bois rare devait provenir d'une région très éloignée, car il a toujours été introuvable en Égypte. D'étranges hiéroglyphes la couvraient entièrement. Je parvins à reconnaître des oiseaux, des chats et d'autres animaux gravés dans la surface foncée du bois. Le sceau qui la fermait était extraordinaire. C'était une tête de lion miniature à l'expression menaçante. Sa surface dorée brillait comme un soleil sous la lumière des projecteurs. « L'or est très malléable, dit l'un des ouvriers de mon oncle. On va détacher cela facilement. » Oncle Ben déposa sa masse par terre et examina un long moment le sceau. Il se retourna vers nous. « Les bâtisseurs de la pyramide croyaient que ce lion ferait fuir les intrus, nous expliqua-t-il. Il n'avait pas tort, tout du moins jusqu'à aujourd'hui. « Professeur Assad, laissez-moi prendre quelques photos pendant que vous décelez cette porte, supplia Nila. C'est un moment que nous devons absolument immortaliser. » Mon oncle la dévisagea, l'air songeur, puis finit par accepter. Un sourire de satisfaction éclaira le visage de Nila. « Merci, Ben. » Les ouvriers s'écartèrent de la porte et l'un d'eux présenta à oncle Ben un maillet ainsi qu'un ciseau aussi fin qu'un scalpel. « À vous l'honneur, professeur. » Mon oncle s'empara des 2 outils et s'approcha de la porte. « Lorsque j'aurai brisé le sceau, dit-il d'un ton solennel, nous pénétrerons dans un lieu où aucun homme n'est entré depuis 4000 ans. » Nila, imperturbable, l'œil vissé à son appareil, faisait la mise au point sur mon oncle. Quant à Sari et moi, nous nous étions approchés des ouvriers. Mon oncle glissa la pointe de son ciseau entre la porte et le sceau. Le lion parut se mettre à briller davantage lorsqu'oncle Ben brandit le maillet. Le silence était total et l'atmosphère tendue. Je réalisai soudain que, dans les mois, j'avais bloqué ma respiration. Je m'efforçai d'inspirer calmement et jetai un regard vers ma cousine qui mordait sa lèvre inférieure. Elle ne pouvait s'empêcher de tortiller nerveusement son t-shirt. « Ça vous dirait d'aller manger une pizza ? On ouvrira ça une autre fois, plaisanta oncle Ben. Tout le monde éclata de rire. Il n'y avait que lui pour blaguer à un moment pareil. Le silence s'installa à nouveau et l'atmosphère se tendit. Mon oncle redevint sérieux et se retournant une fois de plus vers le panneau d'ébène, replaça le ciseau. Il leva lentement son maillet. Une voix d'outre-tombe retentit alors dans la pyramide. « Laissez-moi reposer en paix.